comment faisons-nous pour assurer en toutes circonstances que les patients bénéficient des traitements dont ils ont besoin, quelles que soient les circonstances. Traitement mature, traitement innovant, et c'est ça la question à laquelle nous devons répondre collectivement. Ce rapport vient stimuler notre réflexion, compléter notre plan d'action. Il y a beaucoup d'interdépendance entre les différentes recommandations. Pour pouvoir garantir l'accès, et en particulier à des traitements innovants aujourd'hui et demain, il faut être un champion économique. Pour pouvoir le faire en toutes circonstances, il faut être intégré dans les territoires. Il faut pouvoir mobiliser des ressources locales et un certain nombre de partenariats avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, il faut aussi avoir un système de santé efficace dans lequel on est intégré. Ici, un petit résumé de ce qu'on comprend être l'impact de la crise au travers de forces qui ont été révélées, certaines lacunes, des tendances de fond du métier, de l'industrie qui peuvent être accélérées et enfin des nouveaux besoins. En analysant les chiffres, on réalise que pendant la crise, il y a eu assez peu de ruptures, ou en tout cas pas plus que d'habitude. Et ces ruptures sont de diverses sources entre l'approvisionnement en principes actifs, la distribution, la production, avec un mix de raisons qui est assez similaire. Donc on pourrait se dire, il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de sujet sur l'accès. La réalité, c'est que ça a été rendu possible grâce à un certain nombre de fonctionnements d'exception qui n'étaient pas vraiment prévus à l'avance, en particulier une mobilisation très forte des collaborateurs qui sont venus rester pour produire dans une période où il y avait quand même beaucoup de doutes. Souvenons-nous, au mois d'avril, on était tous un petit peu inquiets, enfin plus qu'un petit peu, et incertains sur ce qu'on pouvait faire et pas faire. Il ne s'agit pas d'avoir un stockage national pour l'ensemble des médicaments, mais il faut l'adapter. Le profil de risque, c'est la criticité médicale des médicaments, et c'est leur profil de consommation dans le cadre de crise. Le pire pour une supply chain, c'est les à-coups. Et donc, ces effets de stockage peuvent créer des ruptures, alors que par ailleurs, on aurait du stock, mais pas au bon endroit. Enfin, on recommande de traiter ça dans un cadre européen, à la fois parce que la loi des grands nombres réduit le risque, et donc sur un périmètre géographique plus large, aussi parce que la cyclicité fait que, heureusement, tous les pays n'ont pas été en crise au même moment, et donc on a pu utiliser les capacités des uns des autres. Voilà. Et enfin, ce dispositif d'autonomie sanitaire stratégique suppose un financement, puisque on comprend bien que du stockage supplémentaire ou des capacités dédiées sont des ressources mobilisées et donc vont générer plus de ressources et plus de coûts. Et donc il faudra trouver un fonctionnement qui permet de financer cette autonomie sanitaire stratégique. Troisième sujet de recommandation, c'est la productivité et la compétitivité de l'industrie. Je le disais en introduction, permettre l'accès à tous, ça ne marche que si on a des champions industriels. C'est évidemment pas un sujet nouveau, c'est des sujets sur lesquels l'industrie travaille depuis des années. La flexibilisation de l'outil, puisque on a maintenant plus de risques ou de possibilités d'avoir des hauts et des bas et des variations très fortes et inattendues de la demande, aussi bien en termes de type de produit qu'en termes de volume. Et donc il faut à la fois être capable de baisser sa production et de réduire la voilure rapidement avec des structures de coûts variables, avec des partenariats, s'il le faut, et en même temps être capable de faire plus 20, plus 30% de volume dans un délai très court, ce qui suppose de faire appel à des ressources qui sont déjà certifiées, ce qui suppose des partenariats interentreprises. Tous les métiers, et heureusement dans ces périodes de crise, ne sont pas en hausse de volume au même moment, et donc dans des pools d'industrie, même si ce n'est pas de l'industrie pharmaceutique, pour un certain nombre de métiers critiques, comme les régleurs, comme des opérateurs, on doit pouvoir trouver des partenariats qui permettent cette flexibilisation. La digitalisation des processus industriels, qui doit s'accélérer parce que la télémédecine et l'ensemble du système se digitalisent, et donc il faut pouvoir s'adapter. Faire évoluer les portefeuilles produits vers des produits plus innovants, là où on a un portefeuille aujourd'hui qui est beaucoup sur des produits établis. Et la deuxième chose, c'est le soutien à l'export, qui permet de faire de l'effet d'échelle et qui permet aussi de distribuer le savoir-faire français et enfin de contribuer à la balance économique. Quatrième recommandation, développer le capital humain, miser sur le capital humain au service des différents sujets que je viens de présenter. Il y a un certain nombre de métiers aujourd'hui qui sont des métiers critiques et sur lesquels on a du mal à trouver des gens. Et dans une période de crise, ça s'est en révélé de façon encore plus criante. Un certain nombre de mesures, à la fois d'ordre industriel et R&D, pourraient être mises en place pour favoriser ce développement du secteur. Et ça devra passer par l'identification de pôles d'excellence. Un autre chantier majeur concerne le financement de l'innovation.
et en particulier des médicaments innovants à venir, pour deux raisons. Donc, il va y avoir un besoin accru de financement, on l'a expliqué en particulier pour le financement de la crise, et des besoins différents de financement, car les thérapies innovantes qui arrivent sont d'un ordre un petit peu différent des médicaments classiques qu'on connaît. Élargir les sources de financement au-delà de la puissance publique, travailler sur une allocation différente du financement en fonction du niveau d'innovation des médicaments, et enfin ajuster les mécanismes de remboursement, ce qui est déjà initié mais qui pourrait être approfondi. Impliquer l'ensemble des parties prenantes très en amont dans les processus d'innovation, et en particulier les autorités de santé. Tâcher d'élargir le champ des discussions et négociations, en particulier sur le prix des médicaments, au-delà de l'horizon d'un an, qui est aujourd'hui largement le cadre retenu. Par ailleurs, élargir les échanges au-delà du public et du privé à l'ensemble des acteurs, les professionnels de santé et des patients, en discussion sur les problématiques de santé publique. Et enfin, développer une approche prospective intégrée, à la fois pour être capable d'identifier en amont les besoins des systèmes de santé et d'anticiper l'impact sur les systèmes de santé des nouvelles thérapies. Et tout ça serait mieux coordonné si on pouvait mettre en place un centre de décision unique au sein des pouvoirs publics, ce qui n'existe pas aujourd'hui sur le médicament et qui rend compliqué la menée des discussions. Poursuite de la plateformisation initiée, souvent au périmètre d'un laboratoire sur une pathologie, mais l'élargir et améliorer la transparence de la donnée et le partage de la donnée, et ça non seulement entre laboratoires, mais également entre public et privé, au travers par exemple d'initiatives comme le S-Data Hub qui est déjà initié. On est dans le tempo avec ce rapport parce qu'il a été publié la semaine dans laquelle le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République ont pris un certain nombre d'engagements, d'abord pour reconnaître les entreprises de santé et du médicament en général comme des acteurs stratégiques, et puis également pour en soutenir ici la compétitivité, ici l'attractivité. Et donc ce rapport, il vient nourrir notre réflexion. Il vient le compléter et avec, je reviens dessus, une volonté très résolue de notre secteur comme contributeur à cette relance que nous voulons voir et à la compétitivité de notre environnement pour la question que vous avez évoquée, d'assurer aux patients en toutes circonstances l'accès au traitement dont il a besoin, innovant ou mature. Finalement, nous jouons trois rôles. Un rôle d'acteur de santé publique, un rôle d'acteur dans l'efficience et la transformation du système de santé, et puis un rôle d'acteur économique majeur, et notamment, il faut souligner, nous sommes un acteur polymorphe, nous sommes un acteur attractif, nous sommes un acteur présent en région, nous sommes un acteur créateur d'emplois et d'emplois qualifiés, et donc tous ces éléments-là en période de reprise ont un sens. C'est l'exceptionnelle résilience du système qui a été en fait finalement aussi gérée grâce à la mondialisation de notre écosystème et de nos entreprises. Et alors là, peut-être qu'on peut parler de la mondialisation heureuse, mais en tout cas, c'est vraiment ça qui ressort, c'est-à-dire c'est grâce à la mondialisation aussi que nous avons réussi à assurer la supply et la disponibilité des traitements. Pour autant, vous soulignez l'importance d'établir des sous-catégories qui ressemblent de façon différente à ce que nous avions proposé dans notre plan de gestion des ruptures l'année dernière. D'établir des sous-catégories et dans chacune des sous-catégories, se dire quelles mesures voulons-nous mettre en place pour assurer selon la criticité des produits qui seront rendus disponibles. Donc ce rapport, d'une certaine façon, vient le conforter en y apportant une méthode nouvelle que nous allons regarder avec beaucoup d'attention. Et vous soulignez un point critique qui est bien sûr le fait d'avoir une approche européenne. Donc indépendance sanitaire, c'est pas du nationalisme et il faut bien la considérer sur un plan européen. Vous avez un item particulier sur le sujet. Ce rapport corrobore notre vision sur les enjeux industriels à court et moyen terme, et en particulier la nécessité d'aborder ces enjeux industriels avec deux visions. Une première qui est d'abord la compétitivité de l'outil que nous avons, et nous savons que nous sommes très exposés sur un outil qu'on pourrait qualifier de mature, 80% de molécules chimiques, et donc cet outil-là est fortement exposé à la concurrence internationale. Cet outil-là est également fortement exposé aux risques en matière de régulation, je pense notamment aux baisses de prix. Et donc, nous avons un enjeu de compétitivité. Et là aussi, vos enseignements vont être intéressants à reprendre pour voir comment nous pouvons compléter les mesures que nous avons déjà proposées. En parallèle, un enjeu essentiel concernant l'attractivité. Et l'attractivité avec en particulier un certain nombre de mesures qui doivent faire que nous puissions faire en sorte que ce soit en France, que ce soit cherché, développé, produit
et accéder et mis sur le marché ces molécules innovantes. Je pense aux molécules de biotech, je pense aux thérapies géniques et cellulaires, et sur lesquelles nous avons encore un écart à rattraper. Et effectivement, on pense à des mécanismes que vous évoquez sur la fiscalité en particulier. Certaines mesures qui ont été annoncées récemment, pas sur la fiscalité de la production en particulier, sont des bonnes mesures. Néanmoins, nous avons la chance d'avoir devant nous un agenda, je pense au CSIS, je pense au CSF, qui vont nous permettre de concrétiser et de renforcer encore ces mesures sur l'aspect industriel qui est un des grands sujets. Il est essentiel pour nous que nous ayons, en matière d'attractivité, une approche de filière. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de tronçonner les sujets en se disant l'attractivité, c'est du domaine industriel. Oui, en partie, mais pas uniquement, et en particulier sur les thérapies innovantes. Et donc c'est bien l'ensemble de la chaîne qu'il faut revoir. Conditions d'attractivité en matière de recherche, et nous savons que nous avons perdu du terrain. Conditions d'attractivité en matière de recherche clinique, et là aussi nous avons perdu du terrain. Conditions d'attractivité en matière industrielle et de manufacturing. Et puis, cette chaîne n'est rien sans qu'un médicament qui soit recherché, développé, fabriqué en France ne soit rendu également disponible en France aux patients qui en ont besoin dans des conditions au moins similaires à celles qu'on observe dans les autres pays. Donc cette notion de politique de filière et d'approche transversale est un élément que nous reprenons absolument.